Eh bien, on va y aller pour continuer à garder un petit peu le rythme. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bon après-midi. Nous entamons cet après-midi avec qui sera composé un programme avec 2 tables rondes et un focus. Par ordre décroissant, on terminera par une discussion sur les approches émotionnelles et sensibles de ce qu'on peut proposer dans un musée. Juste avant, on aura un focus où on laissera la condition publique, le FRAC, les jeunes du Labo 148 nous expliquer, nous présenter un commissariat participatif pour synthétiser. C'est plus riche encore que ça, mais qui nous permettra aussi de faire le lien entre celle d'après et la table ronde que je laisse Pierre-Yves Lochon animer et présenter. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup Étienne. Bonjour, bonjour. Alors on va essayer de faire une table ronde où on ne va pas s'endormir après le déjeuner. Donc on va essayer de faire une table ronde animée, rythmée et interactive avec vos questions en fin de parcours. Un grand merci au Palais des Beaux-Arts de Lille et à ses équipes pour ce second workshop. Si dense et si stimulant par ses témoignages et ses discussions. Donc la table ronde à laquelle vous participez, à laquelle on participe maintenant, a pour thème participer. Quelle nouvelle méthode pour répondre aux souhaits d'une plus grande proactivité des visiteurs dans leurs expériences culturelles? Depuis quelques années, les publics formulent le souhait ou se voient proposer une plus grande implication dans la vie, l'expérience et les contenus du musée. De plus en plus de lieux culturels transforment ainsi leurs visiteurs en visite-acteurs. Alors, lorsque l'on parle ici en France de participation ou d'implication, les anglo-saxons utilisent plutôt le terme engagement, mais quel que soit le terme utilisé, quel que soit le pays, inclusion et participation sont de plus en plus associés. Alors j'en veux pour preuve la nouvelle définition du musée par l'ICOM, qui intègre ces 2 termes, inclusion et participation, comme le rappelait si justement Nathalie Bondil tout à l'heure. Et autre illustration de ce phénomène, le poste le plus souvent créé dans les musées et les lieux culturels américains ou anglais est actuellement celui de chef ou de directeur de l'engagement. Par nos échanges, nous allons vous montrer la variété des modalités de participation et d'implication des publics. Mais on va essayer également d'en voir l'impact éventuel sur le visitorat, sur la programmation, voire sur le fonctionnement et les organisations des institutions. Alors, j'aimerais d'abord remercier nos 5 intervenants présents sur scène. Stéphanie Mazui, responsable des publics au musée d'Ixelles, au musée Ixelles, je ne sais jamais si on dit Ixelles. À Bruxelles. Catherine Boireau, chef de projet de la station 0.2, le nouvel espace d'atelier pour la petite enfance au Centre Pompidou. Cathy Courbet, directrice de l'accueil et de l'implication des publics du Palais des Beaux-Arts de Lille. Annabelle Ténez, la directrice générale des abattoirs en musée FRAC Occitanie de Toulouse. Et Yann Griset, cofondateur de Récit, réseau culturel inclusif territorial avec l'association Signe de Sansan. Alors les formes de participation, les modalités d'implication ou d'interaction, comme je vous le disais, se sont multipliées. Ils sont de plus en plus protéiformes. On parle de focus group, pratiques amateurs, œuvres ou commissariat participatif, enrichissement collectif de la collection, prise en compte de points de vue alternatifs ou décalés dans la rédaction de cartels, interaction numérique avec les œuvres, visite proactive ou tactile. Je pourrais en rajouter à la liste. Mais ce que je vous propose pour commencer cette première table ronde, c'est de faire une illustration par l'exemple de ce caractère protéiforme des formes de participation du public. Et j'ai demandé donc, du coup, à chacune de nos intervenantes et à notre intervenant, en 1 minute, de présenter une de ces expériences participatives. Et on va commencer par Ixelles. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous parler du projet Musée comme chez soi. Donc, pour le contexte, le musée d'Ixelles, c'est un musée d'art situé à Bruxelles qui est fermé pour le moment pour travaux de rénovation.
et d'agrandissement. Et donc, pendant cette fermeture, on a décidé de lancer une invitation à nos voisins et de leur proposer 2 fois par an d'accueillir des œuvres du musée à la maison et de les présenter eux-mêmes au public. Donc concrètement, par exemple, on va faire vraiment une prospection dans un périmètre de rue très restreint et 10 personnes se portent candidates et alors une édition, donc c'est en gros 10 œuvres qui sont montrées chez 10 voisins avec un moment de rencontre entre voisins le samedi où là ils font le tour des maisons les uns des autres parce que c'est vraiment un projet visant à faciliter les rencontres dans le quartier. Et puis le dimanche, une ouverture au tout public avec 200 à 300 personnes qui peuvent passer dans le salon de nos voisins à cette occasion. Voilà, en 2 mots. En 2 mots, merci beaucoup. Et on reviendra évidemment sur chacun des projets après. Direction le Centre Pompidou. Oui, bonjour. Alors, Centre Pompidou Paris, c'est évidemment, je pense que tout le monde visualise à peu près ce que c'est. C'est un mastodonte. Et au sein de ce mastodonte, donc, je fais partie du service de médiation culturelle et la mise en place de programmation à destination des 0, on va dire 25, mais on fait aussi les adultes, bien sûr. Évidemment, nous avons une spécificité, j'ai une spécificité dans le cadre de cette médiation culturelle parce que ce sont des services effectivement importants. Et le dernier bébé, en quelque sorte, né, le dernier espace né, c'est le cas de le dire, c'est une station qui s'appelle... alors, je vous expliquerai pourquoi après ça s'appelle station. Mais c'était... alors, ça, on va éviter la redite par rapport à ce matin. Mais c'est à destination des 0-2 ans. On a mis en place il y a quelques années donc, des stations bébés mobiles parce que nous n'avions pas d'espace défini au sein du Centre Pompidou. On avait mis en place des visites pour les 0-2 ans. J'en parlerai tout à l'heure. Donc tout ça, c'est une continuité. Et c'est aussi une continuité de ce qui est en place depuis une 50aine d'années maintenant, avec notamment donc, la présence des ateliers et aussi de la galerie des enfants, donc, qui est un espace à peu près d'un peu moins de 300 mètres carrés qui accueille 2 fois par an, donc une sorte de carte blanche à des artistes pour amener, en tout cas, imaginer des œuvres participatives, voilà, en direction de le maximum de public. Merci Catherine. Direction Toulouse avec Annabelle. Bonjour. Donc, le projet dont je vais parler plus particulièrement ici, c'est l'exposition À vous de choisir, donc exposition participative qui a eu lieu il y a presque 1 an aux abattoirs, sachant que c'est une exposition qui a eu lieu un peu plus longtemps, puisque le principe était d'abord que les gens votent. Alors, le principe d'une expo participative, le plus long, c'est de se dire comment est-ce qu'on va voter, est-ce qu'on va être représentatif. Donc, on a imaginé un vote qui soit aussi bien sur site des abattoirs, c'est-à-dire avec un bulletin dans une urne, un peu en amont des élections qui allaient suivre, et également un vote sur le site internet, et donc un vote de sondage. Et l'idée était que les personnes pouvaient choisir chacun 3 œuvres, et qu'à la fin, on aurait un ensemble représentatif, sachant que les personnes ont été amenées à choisir dans une sorte de panier d'œuvres, puisque ça a été un enjeu de se dire qu'est-ce qu'on peut offrir à choisir et comment impliquer un maximum de public dans les votes. Et notamment, toute la réflexion a été comment impliquer un public qui ne serait pas un public de spécialistes, qui ne serait pas particulièrement un public d'amateurs d'art, à pouvoir choisir eux-mêmes les œuvres qu'ils avaient envie de voir. Et l'exposition avait plusieurs points participatifs, puisque non seulement il y a eu le choix, mais il y a eu aussi la possibilité pour chacun d'entre eux de laisser une phrase, un avis, quelque chose. Et donc l'ensemble des citations, qui d'habitude sont des citations d'auteurs, qu'on peut mettre sur les murs de l'exposition, étaient toutes des citations des membres, des votants. Et tous ont pu aussi laisser leur adresse mail. Et en fait, tous les gens qui ont été au vernissage n'étaient pas les gens habituellement invités au vernissage, mais au contraire étaient l'ensemble des votants participants. Donc l'idée a été vraiment d'un programme global de co-construction et pas uniquement ah ben tiens, on a voté et qu'est-ce que ça donne. Merci Annabelle. Et retour maintenant à Lille avec Cathy du coup pour nous présenter un des nombreux projets participatifs du Palais des Beaux-Arts.
Oui, en effet. Alors, il est vrai que la consultation, la participation est très inscrite dans la pratique et dans la politique d'accueil des publics du Palais des Beaux-Arts. S'il faut citer un exemple, j'en choisirai un tout actuel, qui est l'exposition Prière de toucher, que vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir à l'occasion de ces journées. Exposition clairement doublement participative, d'abord parce qu'elle implique le visiteur dans sa découverte de l'œuvre et la proposition qui lui est faite. On l'implique corporellement, hein, physiquement, donc il y a une démarche très active qui est attendue de sa part. Et donc en ça, déjà, on a une approche pleinement participative, on dira, sur cet axe-là. Et puis aussi dans la manière dont cette exposition a été co-conçue, co-construite à partir d'un comité composé d'un panel très, très large et diversifié, on aura l'occasion d'y revenir, mais à la fois de visiteurs, d'associations, puisque si vous ne l'avez pas vu, je vous dis quelques mots quand même sur Prière de toucher. Donc on approche l'histoire de la figure humaine par le sens qui est le toucher. Et évidemment, dès lors qu'on vient appuyer sur cette capacité, ce sens-là, ça permet peut-être à des personnes qui seraient dépourvues d'un autre sens de venir l'appréhender. Donc évidemment que dans un premier temps, et sans vous dévoiler tout ce que le comité nous aura permis d'apprendre, l'exposition était aussi pleinement ouverte au public non malvoyant, permettant comme ça une autre manière d'appréhender la collection. Donc le comité spontanément a été composé d'associations, de membres de visiteurs simplement souffrant d'un handicap, et pas seulement d'ailleurs d'une question de la vue, mais aussi d'handicap moteur, de professionnels de la médiation et des musées. Voilà. Et c'est cette co-construction qui a abouti à la version que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée que nous nous faisions peut-être de cette présentation et de la manière de l'introduire au public, de la programmation aussi qui accompagnerait l'événement pendant les 4 mois d'exposition, eh bien finalement a été tout à fait retravaillée, réadaptée et puis, on va dire, co-construite véritablement par ce comité. Merci Cathy. Après ces 4 exemples qui montrent du coup vraiment le caractère très diversifié des formes de participation, j'ai proposé à Yann Griset de nous expliquer en quelques mots, avec le même format d'1 minute, le projet qu'il mène, que Récit mène avec les Hauts-de-France et les institutions culturelles de la région, je crois. Oui, alors bonjour tout le monde. Donc je suis membre du Récit. C'est un collectif qui s'est mis en place l'an dernier, chapeauté par l'association Signes de Sens. On est une 40aine de personnes. Et l'idée, c'était de définir la culture inclusive et la participation d'un point de vue des personnes en situation de handicap. Et quelles sont les méthodologies pour que sur notre territoire, c'est-à-dire le Nord, on arrive vraiment à une culture qui soit inclusive et participative pour toutes les personnes. Voilà, donc on a divisé... Si je divise un petit peu notre petit groupe, on a d'un côté, bien évidemment, les personnes en situation de handicap, mais aussi les établissements culturels, musées, salles de spectacle et autres, bibliothèques, si je ne dis pas de bêtises, et aussi les artistes, parce que les artistes aussi... proposent des œuvres, des contenus qui doivent être inclusifs, mais qui, eux aussi, potentiellement, sont en situation de handicap. Voilà. Donc, on a réuni tout ce petit monde autour de la table et on a défini déjà quelle est la première étape, qu'est-ce que c'est vraiment la culture inclusive aujourd'hui. Voilà, donc, en sachant que le prérequis, c'est l'accessibilité. Et on a défini un petit peu, mais je reviendrai plus tard, vraiment... c'est quoi la participation du point de vue de l'ensemble de ces publics au service de la culture inclusive. Merci beaucoup Yann. Et on reviendra effectivement sur ce projet et notamment sur son caractère méthodologique et la manière de formaliser un peu ces nouvelles formes de participation. Après ce premier tour de piste français, je vous propose un petit détour français et belge, pardon. Je vous propose un petit détour par les États-Unis avec une intervention vidéo de Silvia Filippini Fantoni, directrice de l'apprentissage et de l'engagement du Newark Museum of Art. Elle était auparavant au North Carolina Museum of Art et à l'Indianapolis Museum of Art.
Et Sylvia a aussi été enseignante à la Sorbonne. C'est un peu la plus francophone des professionnels de musées américains. Et elle nous présente ses initiatives participatives très récentes, puisque c'était autour du Covid, et leur impact sur la composition du public du musée de Newark. La directrice adjointe et je m'occupe en particulier de tout ce qui est médiation, éducation publique, engagement de la communauté. Je suis partie surtout au début au niveau des nouvelles technologies et de la recherche, c'est-à-dire tout ce qui est recherche sur les publics. Et là, maintenant, je m'occupe beaucoup plus de choses. Il inclut tout ce qui est la programmation, événements du musée, tout ce qui est la médiation culturelle, c'est-à-dire tous les outils de médiation à l'intérieur du musée qui ne sont pas des textes sur les murs, mais tout ce qui est interaction analogue et digitale. Je m'occupe de tout ce qui est l'éducation groupe scolaire et ainsi que cette nouvelle partie qui en effet vient se développer dans les musées, dans les musées américains dans les soi-disant 5-10 dernières années, qui vraiment s'occupe d'engager un peu le public local, la communauté, à faire des projets qui vraiment engagent le public local et pas seulement, tu vois, un public de touristes qui peut venir dans la ville. Un des objectifs principaux pour lesquels j'étais engagée, c'est vraiment essayer de se retourner sur le public de la communauté locale, sur le public de la ville de Newark. À cause de la pandémie, on a fermé les portes du musée pendant 1 an et demi et on s'est dit, on ne doit pas arrêter cette démarche, on doit commencer avec ce qu'on a, même dans le contexte de la programmation numérique. Et donc, une des premières choses qu'on a fait pendant cette période, c'était lancer, fonder un comité qui inclut des représentants de la ville, qui sont des représentants d'autres institutions culturelles. On a commencé à réfléchir sur une programmation virtuelle au début qui pouvait engager des thématiques qui pouvaient intéresser au public local ainsi que des partenariats avec des organisations, des institutions, des individus locaux. Une fois qu'on a réouvert les portes du musée en juin 2020, on a continué sur cette démarche avec ce comité qu'on a créé et on a commencé à co-créer toute une série d'événements avec eux sur des thématiques qui pouvaient être intéressantes pour le public local. On voulait inviter ces groupes à co-créer avec nous toute une série de programmes autour de la collection, autour des collections, des expositions du musée. Mais c'est leur propre événement qui a lieu au musée. On est, si vous voulez, dans un rôle plus de support que de conception. C'est leur programme à eux, c'est leur public à eux qu'ils amènent au musée. Une troisième démarche qu'on a vraiment essayé de faire, surtout qui a commencé beaucoup pendant la pandémie parce que le musée était fermé, donc on était obligé d'aller au dehors des murs. Donc on a commencé à faire des partenariats avec des festivals locaux, des organisations, des centres culturels pour proposer une programmation à l'extérieur du musée. On propose par exemple une série de films dans les parcs, des activités artistiques
artistique avec d'autres institutions culturelles. Et donc, vraiment, on essaye de ne pas simplement rester au musée, mais d'aller là où les gens s'engagent, les gens se trouvent, pour essayer de leur faire rencontrer le musée pour une première fois dans ce contexte-là. Et puis après, on essaie de les refaire venir sur le musée pour participer à des programmes qu'on fait sur place pour s'engager avec les collections du musée lui-même sur place. Une chose qui est très importante pour nous, c'est aussi qu'on ne se limite pas à avoir cette démarche de communauté dans tout ce qui est la programmation, mais on essaie aussi vraiment d'intégrer ça dans la création d'expositions et dans la réinstallation des collections. Ce sont des collections normalement qui ne représentent pas, soi-disant, la diversité de la ville, parce que ce sont des collections qui sont normalement définies eurocentriques, c'est-à-dire qui racontent un peu l'histoire de New York en 19e siècle, était une histoire quand même d'un public surtout d'origine européenne, tandis que maintenant on a une ville qui est beaucoup plus diversifiée, et donc on a essayé d'engager le public local afro-américaine, latino-américaine dans la réinterprétation de ces collections. Donc ça, c'est important de faire ça, pas seulement dans la programmation, mais aussi dans tout ce qui est la réinterprétation, la présentation des collections dans les salles et dans les expositions. Par rapport, par exemple, même à la dernière année, en 2021, on a vu qu'on a augmenté la diversité de notre public de 28%. C'est-à-dire que dans la dernière année, maintenant, on a un public qui est à 78%, qu'on appelle en anglais BIPOC. Donc, c'est un public afro-américaine, latino-américaine, asiatique-américaine. Et donc, la plupart de nos visiteurs, maintenant, dans 78%, sont des visiteurs BIPOC. Un autre aspect qu'on a changé, c'est vraiment que le public est devenu plus jeune. C'est-à-dire que dans la dernière année, par rapport à 2021, qu'on a réouvert le musée, le public est de 25% moins, le public de moins de 45 ans a augmenté de 25%. Donc cela nous permet de dire qu'on a vraiment changé, si vous voulez, l'ADN des gens qui viennent au musée. Et troisième donnée importante pour nous, c'est qu'on a augmenté le public local, c'est-à-dire de la ville de Newark. En même temps, quand on regarde le niveau de satisfaction des visiteurs, il reste toujours le même, sinon il a augmenté un tout petit peu. Donc on n'a pas vraiment sacrifié la satisfaction des visiteurs, et on a engagé un public beaucoup plus élargi et diversifié. Moi, je dis que par rapport à d'autres musées où je travaillais avant, où j'ai essayé de faire une démarche similaire, j'ai trouvé beaucoup moins de résistance, c'est-à-dire que la nouvelle responsable du département de conservation, elle a commencé juste un mois avant moi, et elle venait aussi d'un musée où on avait vraiment une démarche similaire par rapport à la relation avec la communauté locale, avec le public, et donc elle a été ouverte à essayer une approche différente. D'ailleurs, par exemple, il y a toujours des personnes qui restent un peu qui se font un peu de soucis par rapport à
complètement donné. Si tu veux, on partage le contrôle de ce qu'on fait avec d'autres organisations qui sont à l'extérieur du musée. Cette réticence initiale a été en effet bien évidemment dû changer une fois qu'on a vu le type de résultat qu'on a obtenu, c'est-à-dire, on en parlera plus tard, mais on a quand même on a réussi à toucher un public beaucoup plus élargi et grand par rapport à ce qu'on avait avant. On a vraiment contribué à changer la diversité du public local, et donc ça leur a permis de voir que ce type d'approche peut nous aider à joindre un public beaucoup plus élargi. Et donc, cette réticence qui était un peu présente au début et tout à fait moins que dans d'autres endroits où je travaillais, maintenant n'existe presque plus. Voilà, merci à Sylvia Filippini-Fantoni de nous avoir partagé son point de vue, son regard sur ces nouvelles formes de participation et notamment sur leur impact en matière de diversification des publics. Et on reviendra sur ce sujet dans quelques minutes avec nos intervenants ici sur cette scène. Auparavant, je voudrais juste revenir sur les différents exemples qui ont été donnés tout à l'heure dans l'introduction et poser la question de la motivation. De la manière dont on en vient à faire du participatif dans les institutions culturelles et notamment dans les musées, et d'où vient l'idée. Alors c'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf. Est-ce que c'est l'institution qui le souhaite? Est-ce que ce sont le public qui souhaite être plus actif et plus impliqué? Et du coup, j'aimerais poser cette question de l'origine de ces projets participatifs à IXL et demander à Stéphanie Mazui comment est venue cette idée un peu folle d'aller accrocher vos chefs-d'œuvre chez vos voisins. Est-ce que c'est venu de l'institution ou est-ce que c'est venu d'un de vos voisins qui est venu toquer à la porte? Non, c'est en effet plus une volonté institutionnelle à la base, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment un alignement de planète qui s'est produit, parce que donc on était donc à ce moment charnière de fermeture qui s'amorçait. Donc c'est vrai que moi, en tant que responsable des publics au musée, j'avais vraiment ce questionnement de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant cette fermeture, comment on va pouvoir emmener ce public. On a un public très fidèle au musée d'IXL avec nous dans ce moment très très particulier, et il y avait un pressentiment très concret de l'envie d'un engagement du public. Par ailleurs, il y avait juste à côté du musée un programme de rénovation urbaine dans le cadre des politiques de la ville qui nous a tendu une perche en nous demandant de remettre en projet et de jouer un rôle de levier en fait, de cohésion sociale dans le quartier. Pour nous, c'était la première fois en fait, qu'on était confrontés à ce genre de demande. Et ça correspondait à cette envie justement qu'on avait d'avoir une action aussi vers les publics de proximité pendant la fermeture, sachant que le service de public au musée d'IXL, c'est moi et une équipe de guides freelance. Donc on est vraiment un tout petit effectif de 12 personnes pendant la fermeture, juste pour que vous voyez quand même un peu le cadre. Et par ailleurs, peut-être une troisième planète qui s'est bien alignée, c'est qu'on travaillait à ce moment-là sur une expo pour enfants avec un partenaire extérieur qui s'appelle Patrimoine à roulettes et qui est vraiment un spécialiste de la médiation un petit peu alternative, j'ai envie de dire, qui est bien connu aussi en France pour faire plein de projets dans les territoires justement un peu éloignés de la culture et autres. Et donc, en fait, moi, j'ai croisé Yves, là, qui était notre partenaire sur l'Expo pour enfants. Je lui ai dit, écoute, je dois remettre en projet dans 3 semaines. Dans le cadre de ce contrat de quartier, il y a des gros enjeux financiers qui nous dépassent même un peu, parce qu'on n'avait pas l'habitude de ce genre de budget. Et ce serait pour 4 ans. Et là, lui, il m'a dit, mais j'ai déjà fait ce genre de projet. On va réfléchir, se mettre à table et imaginer quelque chose autour du quartier. Et quand cette idée a jailli si on mettait les œuvres du musée, pourquoi pas proposer à des voisins de les accueillir,
s'est posé tout de suite la question de et notre assureur là-dedans. Donc en fait, on a passé un coup de fil à l'assureur qui finalement a donné une vraie légitimité au projet, parce qu'il a trouvé ça tout à fait normal comme demande, alors que nous, on était un petit peu nous-mêmes perturbés. Les pouvoirs politiques aussi, puisque le musée d'Ixelles est un musée communal, n'ont pas trouvé du tout non plus la question saugrenue. Ils ont trouvé ça... Il y avait une forme d'évidence, en fait, pour des publics... qui n'appartiennent pas au musée, parce que par contre les collègues, on les a entendus après, ils sont venus nous trouver. Et d'ailleurs, dans les nouveaux contrats d'assurance maintenant, la clause elle est quasiment automatique quand vous renouvelez. Ah oui, mais de toute façon pour eux c'est un accrochage de clou à clou comme on peut le faire. Et soyons aussi honnêtes, parfois on accroche nos œuvres dans des endroits institutionnels qui ne sont pas si sécurisés. Voilà, en quelque sorte. Mais par contre, il y avait cette nécessité de ne pas la laisser la nuit chez les voisins. Donc c'est pour ça qu'elle revient entre le samedi et le dimanche pour des questions plus techniques. Et j'ai juste envie de dire aussi par rapport à la jeunesse qu'un moment pour moi essentiel aussi dans chaque édition, c'est ce moment. On avait cette belle idée et puis après on s'est dit mais comment va réagir quand même le voisinage ? Et là, encore, justement, la stimulation de ce partenaire extérieur qui est beaucoup moins complexé que nous, qui nous a dit c'est pas grave, on va aller toquer chez tout le monde. Donc, on a défini quelques petits périmètres de rue, on a fait du porte-à-porte avec des impairs, et on ouvrait nos impairs avec des reproductions d'œuvres du musée, en signalant aux gens qu'on était fermés. Déjà, parfois, on devait leur expliquer qui on était, alors qu'ils étaient à 50 mètres de chez nous. Donc, ça, c'était un gros enseignement. Et ça a été vraiment une rencontre, en fait, avec ce quartier. Et souvent on nous pose la question de est-ce qu'un projet comme ça renouvelle vraiment les publics qui participent. J'ai envie de dire peut-être pas tant dans le profil des autres qui accueillent, mais déjà dans le réseau de publics qui peuvent nous amener, ça certainement, mais aussi cette action de prospection, pour moi elle fait partie intégrante du projet, parce que là c'est une invitation qu'on lance à tout le monde et pas à nos fichiers de fidèles et de gens déjà prêts à s'engager. Donc voilà, peut-être encore une autre petite dimension que j'ai envie d'ajouter, c'est que aussi dès la jeunesse du projet, on a compris que les médiateurs allaient devoir reprendre des rôles de facilitateurs et faire un pas en arrière pour laisser vraiment les gens s'exprimer, présenter leurs œuvres en développant un discours personnel. Et le cadre domestique permet ça, mais merveilleusement bien. Voilà. Et donc vous le faites depuis 2018, vous le faites 2 fois par an. Oui. Et est-ce que alors j'imagine que maintenant vous croulez sous les demandes de voisins qui veulent participer Non. 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 Alors déjà c'est des périmètres très très restreints, ce qui évite. On a vraiment décidé de tourner autour du musée. On veut circonscrire notre environnement et pouvoir dire chaque voisin a eu l'invitation, mais il y a plein de quartiers à Ixelles qui voudraient avoir des œuvres, etc. On a des quartiers, avec beaucoup de collectionneurs à Ixelles, mais donc non. Donc là, la logique territoriale, on l'a clarifiée, ça a permis de résoudre tous ces questionnements-là. Et c'est pas toujours si évident. Et il y a des dynamiques à 3-4 rues qui peuvent être très différentes. On a des quartiers, là, récemment, la dernière édition, c'était 10 maisons. Il y avait 3 colocs, donc des publics super jeunes qui arrivaient à Ixelles, envie de connaître les voisins. Donc c'est intéressant, mais non, il y a plein de gens qui veulent avoir des œuvres à la maison, mais il y en a plein qui paniquent à l'idée d'avoir une œuvre chez eux. Et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas être hyper inclusif avec une proposition comme ça. Donc ça, c'est la nouvelle version de la fête des voisins, version XL. On reviendra sur l'impact sur le public tout à l'heure. Est-ce que c'est la demande du public? Est-ce que c'est la demande de l'institution? Moi, je voudrais poser la question à Cathy. Vous n'arrêtez pas d'interroger vos visiteurs, vos comités, etc. Est-ce que tu sens que eux, les publics, quand vous les interrogez, ils vous demandent, nous, on veut être impliqués, on veut pas prendre le pouvoir, mais on veut être plus présent dans vos actions, dans votre programmation. Presque. Effectivement, c'est peut-être pas aussi limpide comme déclaration. C'est pas je veux faire. Néanmoins, on a quand même constaté qu'à chaque fois qu'on donnait la possibilité de faire, alors évidemment, il y avait une réponse très vive et automatique. D'abord, je dois quand même, et on l'a dit, le rapport à l'œuvre, l'intérêt, le goût pour la proximité, l'appropriation de l'œuvre par d'autres biais, et notamment sensoriel, émotionnel, quand même, a beaucoup évolué. Et j'ai envie de parler aussi de cette période qui nous a tous impactés, évidemment, mais au sortir de la crise sanitaire et même pendant les temps où le musée a été fermé, on a tous été, je pense, obligés de réfléchir un peu autrement la relation à la collection, la manière de la présenter et de l'aborder. Et c'est vrai que même si les projets de hors les murs, de participatif, de consultation des publics existaient bien avant, c'était des choses qui étaient plus qu'en germe, voire déjà bien en place.
les propositions qui sont nées de la période de crise sanitaire sont très différentes, impliquent beaucoup plus le visiteur, et c'est là où on a bien compris, alors peut-être au départ une petite intuition, mais qui s'est très vite confirmée, que le visiteur attendait aussi du musée que ces propositions soient un peu différentes. J'ai par exemple des visites qui sont proposées aujourd'hui pleinement expérientielles. Je ne parle pas de prière de toucher, mais ça revient un peu tout de même dans cet ordre d'idées-là. C'est qu'on propose des visites où le visiteur va devenir vraiment acteur, lecteur, va se permettre finalement, à qui on va permettre de rentrer en contact avec l'œuvre et puis d'en tirer sa propre, en faire sa propre lecture, en tirer ce dont il a besoin finalement pour peut-être un moment aussi de mieux-être ou simplement de répit. Des visites expériences le lundi nous ont permis de développer des ateliers d'écriture, par exemple, où là, pour le coup, l'information quant à l'œuvre n'arrive qu'en toute fin, puisque c'est d'abord la relation, ce qu'elle évoque, ce qu'elle suscite, qui va permettre aux visiteurs de se l'approprier pleinement. Des visites des visites ou des ateliers, on appellera comme on le voudra, mais en tout cas des expériences dans lesquelles le visiteur va devenir lui-même objet d'une création en s'insérant dans un espace artistique. Enfin, toutes ces propositions finalement, mais il y en aurait certainement plein d'autres, qui finalement le laissent maître de la manière dont il veut et à quel degré il veut s'emparer de la collection et de la proposition. Il est très libre finalement. Et ça, je pense que c'est une demande qui se confirme et c'est un axe que nous poursuivons en tout cas, et y compris dans Et la période Covid a plutôt été un accélérateur. Un accélérateur véritablement. Un révélateur. Ouais. On va rester sur le sujet de l'éventuel impact sur la diversification des publics de ces nouvelles formes de visites plus expérientielles. Stéphanie en a un petit peu parlé à l'instant. Sylvia en a parlé dans la vidéo. Est-ce que du côté des abattoirs et du côté du Centre Pompidou, dans ces nouvelles démarches d'implication des publics, vous touchez des publics que vous ne touchiez pas par des formes plus traditionnelles de programmation ou d'exposition? Alors, le cas des abattoirs est un peu à part. Vous avez dit le nom complet de l'institution que je dirige, et ce nom, il dit quelque chose. En fait, il dit Musée plus FRAC. Donc, c'est le seul cas en France. Les abattoirs sont nés en 2000 avec cette idée d'avoir un musée, au sens d'un musée tel qu'on l'entend, définition classique, jusqu'à la définition des comme d'aujourd'hui, et également un fonds régional d'art contemporain. Donc, le principe d'un fonds régional d'art contemporain, qui sont des objets de la décentralisation culturelle, c'est d'amener des originaux le plus proche des habitants, en dehors justement des institutions culturelles. Donc c'est vrai que cette dimension de la participation, elle se vit aussi par cette double expérience du musée et du Fonds régional d'art contemporain. Et le paradoxe, c'est que sûrement cette exposition de À vous de choisir, elle naît de l'expérience du Fonds régional d'art contemporain. Puisque amener des œuvres dans les lieux majoritairement non artistiques, puisque c'est le principe du FRAC, c'est aussi confier des œuvres à des personnes qui sont éloignées du champ culturel, mais qui en ont envie. C'est-à-dire que, par exemple, les abattoirs, c'est 150 000 visiteurs sur le site des abattoirs et 150 000 participants en dehors des abattoirs. Donc, ça signifie que l'institution a une activité égale musée FRAC, tout comme son public touché est à peu près équivalent sur le site des abattoirs et à l'extérieur des abattoirs. Et donc, ça signifie que pour tout ce qui est exposition hors les murs, la question de la co-construction est fondamentale, puisque ce sont les partenaires, qu'ils soient associatifs, collectivités. On fait aussi bien des expos sur des bateaux à l'aéroport que dans les écoles. On fait des expositions dans une 30aine d'écoles par an. Et à chaque fois, ce qui fonctionne, c'est la co-construction. Ça ne sert à rien d'amener un projet qu'on aurait pensé comme ça et de le déposer. Ça n'a aucun sens, pas d'intérêt. Donc, il est toujours co-construit avec le partenaire. Et parfois, le partenaire, il regarde la collection, et il va penser à des choses auxquelles nous, on ne pense pas. Et à un moment, on s'est dit, mais pourquoi on arrive à le faire partout en dehors et pas à l'intérieur sur le site des abattoirs? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible? Et donc, cette dimension-là, elle est surtout de la transformation la transformation du rapport, qui n'est plus du tout un rapport vertical, mais qui est un rapport plus horizontal et qui, en même temps,
ne dit pas non plus le mélange des disciplines. Tout le monde vient avec ce qu'il est pour choisir. Et donc, c'est plutôt l'idée qu'on développe depuis longtemps, de donner par cette exposition à vous de choisir, mais par beaucoup d'autres aussi programmes, l'idée que chacun a le droit d'avoir sa propre opinion. Chacun a aussi une part de créativité en lui. On a souvent séparé dans les musées, dans nos institutions, la pratique amateur, la pratique professionnelle, etc. C'est pas l'idée de les mettre sur le même plan, c'est l'idée que tout le monde a sa part de créativité, de regard, et surtout que chacun et chacune se sentent libres de l'exprimer, ce qui a souvent été la difficulté de la démocratisation culturelle, c'est le passage de porte. Et comment est-ce que on casse cette porte au fur et à mesure par différentes méthodes. On va revenir à la notion de rapport horizontal et aussi de partage d'autorité quelque part dans le chapitre qui suit. Juste sur la question de la diversification des publics du côté du Centre Pompidou, quand vous avez cette démarche un peu atypique, c'est l'objectif, c'est cette diversification du public, et est-ce que l'impact est obtenu, enfin le résultat est obtenu? Alors là, effectivement, je m'appuie sur cette expérience, en tout cas parce qu'il y a pléthore de programmation à destination effectivement de l'extérieur, des hors les murs, entre le MUMO, donc c'est un camion, un semi-remorque qui est transformé en musée et qui tourne et qui va à la découverte effectivement des publics sur l'ensemble du territoire. Il y a effectivement des programmations de type un jour une œuvre, où pendant toute une journée une œuvre est installée effectivement dans des lieux totalement atypiques, et là on fait venir aussi bien du public scolaire que les gens du quartier. Par contre, je ne pense pas que ça ne fonctionne. Ça fonctionnera pas chez nous, ça. De déposer en tout cas des œuvres, mais bon, on peut toujours le proposer. Vous voulez pas tenter? Enfin, moi, je veux bien. Il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a aucun problème avec ça. Le musée, je ne suis pas sûre, mais enfin, il faut poser la question. Il faut essayer, voilà, exactement. Et puis, on a aussi cette recherche permanente du public et cette pratique avec les familles. Il y a une entité importante, c'est la notion de famille. Le public, notre travail au sein de la médiation, c'est de remettre la famille au centre des propositions du musée. Et ce n'est pas d'un côté les enfants, ce n'est pas d'un côté les adultes, mais c'est l'ensemble, cette entité extrêmement importante, et qu'elle retrouve sa place. Je ne sais, des fois on se pose la question, et quand on travaille dans un service de médiation culturelle, c'est de se dire, mais pourquoi d'un seul coup, lorsqu'on vient seul, on est valorisé, et lorsqu'on vient en famille, on est un peu le public autre, voilà. Et donc c'est vraiment de remettre cette entité au centre des propositions. En fin de compte, nous sommes tous une famille, enfin on appartient tous à une famille, et pourquoi il y aurait des publics. Et donc il y a effectivement, je pense qu'il faut vraiment recentrer un petit peu tout ça. Et donc, on est parti de ces propositions. Toutes les propositions, en tout cas à destination du jeune public, sont toujours en famille, sauf évidemment les scolaires. Mais toutes les propositions, que ce soit les week-ends festifs, que ce soit les choses que l'on fait sur la piazza, que ce soit... Voilà, tout est recentré autour de ce noyau qu'est la famille. Et donc, au fur et à mesure des pratiques aussi justement de découverte, et au fur et à mesure des années aussi, toute cette expérience accumulée aussi par mes collègues d'avant, bien sûr, c'est que on descend en tranche d'âge, hein, voilà, au fur et à mesure. Je ne sais pas où on va atterrir d'ailleurs, parce que là, on est arrivé à 0. Donc, moins 0, je ne sais pas ce qu'il y a après. Mais en tout cas, c'est une passerelle. C'est d'offrir la possibilité aux parents de rentrer dans le musée. C'est toujours pousser la porte. Comment peut-on pousser une porte? Alors évidemment, quand on est à l'extérieur, c'est simple, il y a différentes méthodes, mais pousser la porte d'une institution culturelle, on arrive, on ne sait pas, on est perdu. Et puis là, par l'entremise des enfants, on va pouvoir justement donc faire des propositions à destination des enfants à 100%, bien sûr, c'est le public visé, mais toujours aussi à 100% en direction des adultes. Ça, c'est vraiment la chose importante. Et donc, avec
cette station bébé qui est maintenant installée. On a vu ce matin qu'il y avait maintenant aussi pléthore de propositions à destination des 0-2 ans. Nous n'avions pas de lieu affirmé dans le centre Pompidou, donc on a commencé par l'extérieur, c'est toujours beaucoup plus simple, et on a, avec les artistes, donc on a passé commande à des artistes, toujours en partant d'un postulat qui est proche des enfants, c'est-à-dire proche du quotidien des enfants. On commande à des artistes, designers, plasticiens, illustrateurs, voilà, le champ est extrêmement large, musiciens également et aussi. C'est de partir, par contre, du postulat d'une attitude qui est essentielle aux enfants. C'est-à-dire, pour une station bébé mobile, on est parti avec une designer qui s'appelle Stéphanie Marin, de réinventer le bercement. Et on savait que dans son travail, il y avait des fauteuils élastiques. Donc voilà, donc on crée des paysages à partir de là, avec effectivement, on utilise les outils imaginés, pensés, on va chercher dans les univers des artistes des ouvertures possibles à destination du jeune public, parce qu'on ne va pas donc faire de focus sur un artiste. Oh, celui-ci, il m'a l'air bien pour les tout petits, il m'a l'air extrêmement intéressant. On va se focaliser sur lui. Au contraire, c'est beaucoup plus intéressant aussi d'aller vers des artistes qui n'avaient absolument pas pensé quoi que ce soit à la direction des tout petits. Donc voilà, on cherche ensemble et on part toujours d'un postulat qui est celui du quotidien des enfants. Pour une autre station bébé, elles sont toutes en train de tourner dans le Pas-de-Calais, donc je peux y aller. Là, il y en a 2 qui tournent sur une dizaine de lieux, crèches. Voilà, je parlerai aussi tout à l'heure de ce travail de formation, parce que lorsqu'on les amène, on les dépose, nous, mais on fait tout un travail de formation avec les professionnels de la petite enfance. Je leur raconte à quoi servent ces stations, comment on les a élaborées, pourquoi on les a commandées à ces artistes, et surtout de voir après comment eux vont s'en emparer. Il y a un petit désarroi qui est là au départ, en disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment on va pouvoir nous l'actionner ?» Ils vont nous le laisser pendant 1 mois, et comment on va pouvoir le mettre en place. Et on réfléchit ensemble, on travaille ensemble, et je demande toujours à la fin de la formation qu'il y ait des parents avec bébé pour que moi je puisse l'activer et montrer effectivement que tout ce que je viens de raconter fonctionne. Voilà. Merci Catherine. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant alors on l'a un petit peu évoqué, de l'impact que peuvent avoir ces expériences participatives en matière de programmation, d'organisation des institutions, peut-être de métier aussi, et commencer ce sujet par ce qu'on évoquait à l'instant sur le rapport horizontal, sur le partage d'autorité, sur le fait que, par exemple, quand on fait du commissariat participatif, on accepte d'abandonner une partie de son pouvoir, vertical. Et je me rappelle que quand 2 ou 3 ans après son lancement, Sylvain Amic, l'ancien directeur des musées de Rouen, expliquait que la Chambre des visiteurs, son initiative annuelle de commissariat par le public, avait modifié son propre regard sur sa collection. Et le regard que les conservateurs des musées de Rouen portaient sur leur collection. Est-ce que dans le cas des abattoirs ou est-ce que dans le cas d'Ixelles, le fait que vous donniez la main au public pour choisir, pour faire de la médiation autour de ces œuvres qui appartiennent à vos collections, change le rapport que vous-même avez avec cette collection ? Alors, je peux dire clairement, parce que par exemple, quand je dis que c'était long l'exposition participative à préparer, en fait, la temporalité était très étrange puisque c'était long pour nous à pré-préparer. On avait eu plusieurs réunions internes et à une de ces réunions, notre formidable responsable du pôle public a dit « D'accord, bon alors comment on fait voter à partir du moment où les gens, ce qu'ils savent, c'est que dans notre collection, il y a un vieux monsieur qui peint tout en noir et une dame japonaise qui sait faire des ronds. Mais que même pour eux, les gens ne se souviennent pas de leur nom. » Et quand elle a posé ça, on s'est dit que le constat était très juste, mais alors comment on travaille à partir de ça, nous, historiens d'art. Donc c'est vrai qu'on a fait des groupes internes pour constituer une sorte de panier d'œuvres et se dire quel serait le panier d'œuvres représentatif, quel serait le panier d'œuvres qui serait suffisamment facile à ingérer, qui permettrait aux gens de regarder à l'intérieur et de choisir
la place de l'image de l'œuvre. Et par contre, ce qui était assez incroyable, c'est qu'il y a des œuvres, moi je me suis dit, mais les gens vont jamais voter pour ces œuvres-là. Et en fait, les gens ont aussi choisi des œuvres qu'on venait juste d'acquérir et qu'on n'avait jamais montrées. Ça, c'était... si vous voulez vous rassurer sur la qualité de votre public, l'exposition participative, ça c'est assez formidable. Et parfois, on a vu des gens choisir mais les œuvres les plus conceptuelles qui étaient dans les 60. Donc ça, c'était... et pas forcément pour les mêmes raisons pour lesquelles nous, on les avait mises. Et après, ça a été aussi un rythme très intense puisqu'on s'est dit... On sait que d'habitude, on fait toujours des expositions quand même 1, 2, 3 ans en avance. Et là, on s'est dit, pour que ça fonctionne en termes de rythme, il faut monter l'exposition juste après la fin du vote. Donc, on a monté l'exposition en 2 mois, parce qu'on s'est dit, il ne faut pas qu'on perde cette dynamique. Et on s'est retrouvé, on n'avait jamais monté une exposition avec des œuvres qu'on n'avait pas choisies. Donc ça, en termes de scénographie, ça a été un vrai défi. Mais en même temps, on voit aussi que, comme on a cette historique des activités FRAC aussi, on a aussi parfois le public qui nous sollicite lui-même pour faire exposition. Par exemple, justement, on parlait de la période du Covid. Il y a quelqu'un, un ancien professeur, qui participait à notre programme Un établissement, une œuvre, qui est notre programme d'appel à projet pour exposition dans les établissements scolaires, qui habitait dans un quartier et qui faisait partie maintenant d'un collectif de commerçants. C'est le quartier Saint-Aubin de Toulouse. Et ils avaient vraiment trouvé ça détestable qu'on soit pas considéré comme essentiel, et qu'eux, oui. Et ils nous ont invités à faire un projet qui s'appelait Musée de quartier, où où 14 commerçants ont choisi chacun une œuvre qu'ils ont exposée dans leur commerce. Et le point de départ, c'est eux qui sont venus vers nous pour faire Musée de quartier. Ça, c'était assez incroyable. C'était un cadeau fou. Et donc, il y en avait une œuvre chez le marchand de cycle, chez l'encadreur, chez l'ophtalmologiste. On trouvait ça très drôle chez l'ophtalmologiste. Donc, ça signifie aussi que la porte ouverte, il y a beaucoup de formes de... Finalement, à vous de choisir, c'est un système de vote. C'est presque le symbole même de l'exposition participative. Mais lorsqu'on va faire des expositions dans les EHPAD, l'un des principes justement des liens avec les psychologues et le personnel qui sont dans les EHPAD, c'est de pousser les patients à choisir les œuvres, les pensionnaires à choisir les œuvres. Donc il y a plusieurs formes. Lorsqu'on travaille au centre de détention, on travaille aussi à ce que ce soit les détenus qui choisissent les œuvres, qui seront aussi les objets des ateliers pédagogiques. Alors, ce n'est pas forcément des paniers d'œuvres aussi larges, mais il y a toute une palette, et ça c'est important de le dire, il y a toute une palette des modèles de participation à différentes échelles. Et ça dit que derrière certains moments un peu plus emblématiques, parce qu'ils sont peut-être plus médiatiques, comme un vote global ouvert à tout le monde, mais que c'est tout ce panel de programmes qui fait qu'on transforme la relation en fait que chacun et chacune peut être à une manière ou une autre active dans l'institution. Et ça ne passe pas que par le commissariat, ça passe aussi par les médiations, par les murs participatifs, on va dire par un ensemble de touches, par un palimpseste plutôt que par un seul programme. Et juste, alors, quand vous préparez l'exposition Niki de Saint-Phal, qui vient de remporter un grand succès, quand vous préparez la future sur Giacometti, est-ce que ce que vous avez appris du regard du public sur les œuvres, ces choix un peu surprises qu'ils font, est-ce que ça vous oblige aussi quelque part à faire évoluer le choix des œuvres ou l'accrochage ou la scénographie d'une exposition, on va dire, classique? Alors, dans l'exposition Niki de Saint-Phal, pour la première fois, on a fait un espace de création et de médiation qui est à l'intérieur de l'exposition. Puisqu'il y a souvent, quelqu'un le disait ce matin, cette mise de côté de la médiation par rapport comme une sorte d'espace noble et un espace secondaire. Donc ça, on a fait l'inverse, sachant que cet espace de création et de médiation, il est accessible aux groupes comme aux individuels. Et par contre, il se décline en quatre niveaux, c'est-à-dire un accrochage à hauteur d'enfant, un mur où chacun peut laisser un dessin, et il n'y a pas que les petits qui dessinent. On a un dessin animé en accès libre, dessin animé d'histoire de l'art. Et on a un photocall. Ça a été permis par la générosité de la famille. C'est-à-dire qu'un des fauteuils originaux sculptures de Niki de Saint-Phal, mais qui était fait pour s'asseoir, mais qui aujourd'hui est quand même très patrimonialisé, on a eu l'autorisation de l'utiliser pour que les gens puissent s'asseoir. Et les gens sont très respectueux, ils s'assoient et on a un formidable photocall
qui dit aussi que ça permet, ça permet de rendre concret le fait que lorsqu'on explique que Niki de Saint-Phal fait des objets d'art décoratif pour qu'ils soient utilisés par tout un chacun, ça le rend concret, pas juste dans l'explication, mais dans le fait de le vivre. Mais ça, par contre, ça nous met la barre haute pour les prochaines fois, oui. Alors Stéphanie, la même question. Oui. Est-ce que du coup vos conservateurs regardent de manière différente leur collection? Mais je rebondis parce qu'en fait, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une très forte appropriation des gens qui participent à Musée comme chez soi par rapport à l'œuvre qu'ils vont recevoir à la maison. Donc là aussi, on a notre panier de 40 œuvres qu'on propose. Puis il y a un moment qui est un moment aussi vraiment important où les 10 autres en fait, débarquent en même temps dans une salle où on a déposé les œuvres au sol. Et ils vont devoir se battre entre eux pour choisir leur œuvre. Donc parfois, ça fait l'objet de discussions. Mais c'est intéressant parce qu'après, ils sont curieux de voir comment elles ont été mises en valeur par celui qui a eu finalement l'œuvre qu'ils voulaient à la base, etc. Bref, et alors, il y a tout un processus qui s'ensuit. C'est 2-3 semaines, c'est très court dans le temps et il le faut parce que sinon, les énergies se détendent, on va dire, se distendent. Mais alors, il y a une vraie appropriation des œuvres et ça fait qu'en fait, on a, je crois, pour la première fois, vraiment conscience de ce que c'est une collection d'art communale. Donc, on a un musée communal, donc municipal. Et c'est vraiment, là, ça prend tout son sens. Parce qu'en fait, même parfois, quand on parle des œuvres, nous, on dit oui, ça, c'est le Félicien Robes de Lisbeth, c'est le Rodin d'Axel. Enfin, il y a vraiment une appropriation et les gens aussi parlent de leur œuvre. Et donc, ça, on sent que vraiment ce besoin d'appropriation, et on le voit aussi même avec des publics qui sont moins familiers du musée, ce besoin d'identification par rapport à l'œuvre, de trouver un sens personnel dans celui-ci, dans celle-ci. Et ça rejoint aussi le fait de, oui, qu'est-ce qui peut changer après ça? Évidemment que le discours personnel, on a envie de le privilégier à la réouverture du musée, parce qu'il nous semble une clé, une voie d'accès vraiment, justement, très inclusive aussi pour d'autres publics. Ça dépoussière aussi totalement. Là, on a eu, par exemple, un couple qui avait vraiment besoin, qui venait d'arriver à Excel et qui est arrivé en Belgique parce que dans leur pays, ils ne pouvaient pas exprimer leur... en gros, la jeune fille était lesbienne, le garçon était... lui s'identifiait vraiment à la communauté queer et ils sont venus en Belgique parce qu'ils n'avaient pas la liberté d'expression dans leur pays. Donc, quand ils ont vu une œuvre en fait, chez nous qui était une affiche de la libre esthétique, donc les salons avant-gardistes, eux ont vu là-dedans la liberté d'expression. Et c'est ça qu'ils ont eu envie d'extraire. C'est comme ça qu'ils ont eu envie de parler de façon très juste en fait de cette œuvre et d'amener aussi des discours super inclusifs que nous on essaye d'intégrer dans nos musées. On voit que parfois on est même maladroit là-dedans. Et là ils en ont parlé avec une justesse, une pertinence. Mais on est aidé en cela, je pense aussi par le hors les murs, où je crois vraiment que le cadre moins formel, là de la maison, etc., permet des discours. Qu'on a vraiment du mal dans nos institutions. On aura toujours l'impression quelque part qu'on instrumentalise certains discours, alors que là, ça venait des tripes et les gens, il y a eu énormément de témoignages sur leurs témoignages par rapport à leur œuvre. Et donc ça, il y a encore vraiment une grosse recherche, je trouve, par rapport à cette question du cadre formel et du hors les murs, et comment on peut travailler ça. Donc nous, en tout cas, ça nous amène à nous dire qu'on doit quand même continuer ce travail hors les murs, qu'on pensait juste une étape transitoire de notre travail, par exemple. Alors, je voudrais qu'on évoque maintenant une autre forme de participation des publics. C'est la participation pas à une exposition ou pas à une visite expérientielle, mais la participation à la réflexion même des musées, à la réflexion sur l'évolution, voire la transformation du musée. On va peut-être rester avec vous, Stéphanie, sur Ixelles, parce que le musée est fermé. Vous êtes en train de réimaginer du coup votre musée pour 2025. Et vous, alors non seulement vous accrochez les œuvres chez vos voisins, mais vous demandez aussi à vos voisins et plus largement au public de vous aider à imaginer ce musée de demain. Comment vous le faites et jusqu'où le visiteur co-construit avec vous ce musée de demain? Oui, donc en fait, on a lancé une campagne de consultation des publics qu'on a appelée Dites-nous tout. On l'a lancée en 2020 et la restitution est prévue là pour le 22 avril. Donc on est en finalisation de l'analyse des résultats, etc. Donc le contexte, toujours cette fermeture et cette sensation qu'on devait emmener le public avec nous dans cette aventure. Quand même aussi l'expérience de musée comme chez soi, j'ai envie de dire qu'une expérience participative en appelle une autre, aussi parce que les gens nous disent lancez-nous d'autres invitations, et il y a vraiment ça.
Quand une opération est un succès, il faut qu'on ait une nouvelle proposition peut-être qui suit, si elle ne vient pas directement du public. Et puis on était dans l'élaboration de notre PSC et on avait l'envie, dans toutes ces stratégies, de ne pas du tout extraire la parole du public. Et donc on a mené une campagne en 3 étapes. Une enquête en ligne, on était en période Covid, où on a été étonnés parce qu'on a eu 1671 réponses. Donc je vous dis, on n'est pas un gros musée, on a un fichier d'adresses de 4000 adresses. Donc c'est un bon taux de retour. C'était énorme, avec un taux moyen de réponse de 10 à 11 minutes quand même. Donc oui, les gens ont envie de nous dire des choses, ça je peux vous le garantir. Après ça, on a envisagé une rencontre forum. Il y a une centaine de personnes qui ont participé. Justement, là, on était dans un petit creux non covidien, on va dire. On a pu voir les gens et là, on les a questionnés sur la question du musée lieu de vie et la question aussi de l'engagement, comment ils voulaient s'engager. Parce que là, ils nous disaient vraiment qu'ils voulaient tous faire des choses pour nous, mais on voulait voir un peu si ça allait au-delà de la simple déclaration, comme on l'a dit hier. Et alors, la 3e étape qui est pour moi essentielle, c'est qu'on savait qu'il y aurait évidemment toujours des publics qui auraient envie de nous dire des choses, mais ce sont finalement des publics qui sont proches de nous ou proches de la culture à Ixelles ou proches de la commune, de la vie sociale à Ixelles. Mais alors tous les autres, si on ne veut pas refléter dans ces campagnes de consultation la vie des publics qui sont déjà acquis et continuer à poursuivre en fait, quelque part à ne pas inclure les autres publics, il fallait vraiment qu'on passe par ce moment de groupe focus où là on a vraiment identifié qui n'a pas répondu. Les jeunes étaient très absents, de 9 à 10 ans jusqu'aux étudiants de la Cambre. Enfin voilà, on est allé jusqu'à l'enseignement supérieur, on les a interrogés. La diversité culturelle était très très peu présente, alors qu'on a une communauté afrodescendante super importante à Ixelles. On a tout le quartier africain de Matongué. Donc là, on est allé vraiment aussi... on a eu besoin de personnes relais d'ambassadeurs qui amenaient des gens au musée, qui pensaient d'ailleurs arriver au Muséum des sciences naturelles, parce qu'on confond notre musée avec le Muséum des sciences naturelles à Ixelles, qui est tout proche. Et où on a eu vraiment là des échanges extrêmement intéressants qui nous ont dit beaucoup, entre autres toujours ce besoin vraiment de pouvoir se retrouver en fait dans nos œuvres, de pouvoir s'identifier dans ce qui est présenté et de trouver le sens en fait de pourquoi j'aurais ma place ici si on ne me parle de rien qui me touche. Donc voilà, en gros, un petit peu voilà cette manière qu'on a eu d'interroger les publics. Et là, vraiment, on a aussi à cœur de faire un moment de restitution publique qui nous fait un petit peu peur, je vous avoue. Mais pour nous, ça fait vraiment partie de ce processus où on veut prendre un peu ce risque de voir aussi les gens nous dire « ouais, moi, je ne retrouve pas ce que j'ai dit ». Un exercice de transparence aussi, quelque part. Vraiment, oui, et de pouvoir voir jusqu'où on peut aller là-dedans. Voilà, en gros. On va rester sur la même idée avec Cathy et l'expérience du PBA en matière d'implication du public, d'écoute du public. Ça fait des années que vous faites les comités, soit sur des projets ponctuels, sur les expos, sur le site internet, etc. La limite de l'exercice, c'est évidemment la fausse démocratie, voire la démagogie. Comme dirait Bruno Girvaud hier, il faut écouter le public, mais il faut aussi l'entendre. Est-ce que tu peux me donner 2 exemples où un comité, l'écoute du public du PBA a abouti à une inflexion, à un changement d'opinion des équipes du musée sur un projet quel que soit le projet, expo ou autre. Alors, non, j'en ai un qui me vient parce que j'ai pas beaucoup parlé du comité prière de toucher. Non, il est important parce que cette co-construction, l'idée du faire ensemble plutôt que de faire pour, va quand même beaucoup infléchir les projets. Et quand les comités arrivent suffisamment tôt, alors ça nous permet, ça laisse le temps, on parlait du temps tout à l'heure, ça laisse le temps justement de bien entendre et d'adapter. Par exemple, vous l'avez vu, prière de toucher, c'était au milieu de l'atrium, dans cette bulle en pleine immersion. L'emplacement n'était pas acquis, clairement. Elle aurait pu se déployer ailleurs, dans un autre espace du musée, peut-être moins central, peut-être moins évident et ouvert. C'est le comité en fait qui a suggéré ça pendant que la préparation se faisait, l'exposition Goya était en place, cette bulle existait, la programmation dans le temps permettait d'imaginer que cet espace serait possible, en tout cas libre, et donc plutôt que comme dans d'autres musées d'ailleurs, puisque l'expo Prière de toucher est une exposition itinérante,
qui est conçue, qui a été construite à l'initiative du Frame et qui prend forme dans différents musées du réseau. Et si le cœur, la collection, toutes les œuvres à toucher, à manipuler sont les mêmes, alors chaque lieu vient un peu réinterpréter la manière qu'il a de le présenter au public. Donc cette réflexion a lieu ici, évidemment, et à un moment où, finalement, c'est le comité qui a clairement indiqué, mais non, si vous voulez quelque chose d'inclusif, si vous voulez quelque chose d'ouvert, faites-le dans l'espace peut-être le plus ouvert et accessible, gratuit, qui est l'atrium du musée, qui avait été pensé de cette manière-là d'ailleurs dans la première phase du projet scientifique et culturel du musée. Quand il a fallu réfléchir à ce qu'était l'atrium, c'est devenu un espace de vie, un espace collectif, hors douane, dans lequel on peut entrer sans même prendre un billet, sans nécessairement même avoir l'intention ensuite d'aller visiter les collections. Et donc c'était assez cohérent finalement. Mais cette évidence est apparue à partir de la discussion. Et pour continuer sur le comité, l'entourage aussi de tout ce qui va, toute la médiation qui se situe à l'extérieur de l'exposition, qui va parler de ce que nous avons en commun, qui est la main, le toucher, finalement, est aussi, pour le coup, une inflexion très forte apportée par le comité, puisque dans un tout premier temps, l'idée avait été proposée que de parler de la déficience visuelle, de la manière dont finalement elle pouvait exister et de la traiter sous différents aspects. Et en fait, c'est vraiment le comité qui a dit mais non, parlons de ce que nous avons en commun. Nous sommes dans une logique d'inclusion. Alors ne parlons pas de ce qui nous sépare, parlons de ce que nous avons en commun. Et ce qu'on a en commun, effectivement, dans cette exposition, c'est bien le toucher. Donc là, véritablement, c'est quelque chose qui vient des comités, de la voix du public. Et puis, je ne sais pas si j'ai le temps, mais effectivement, la logique de focus ici est déployée depuis plus d'une dizaine d'années, qui s'applique à toutes les étapes du projet scientifique et culturel, tous les grands projets structurants. Ça a été le numérique à un moment. Et évidemment que on sait pourquoi on le fait, mais c'est ce que Bruno Girvaud vous disait, c'est que si on n'écoute pas ce qui sort de ces études, alors ça ne sert à rien. Donc merci pour cette preuve qu'au PBA, on écoute et on entend son public ou ses publics. Le fait de solliciter l'implication du public dans ces phases aussi de réflexion pour des transformations, pour des évolutions du musée pose beaucoup de problèmes de méthodologie. On vient de le voir. La première limite, c'est effectivement d'écouter et d'entendre, mais ça pose aussi des questions de forme et de modalité d'écoute et d'interprétation de la vie des publics. Et je voudrais maintenant donner la parole à Yann, qui a été très, très patient. Et il se trouve que dans le projet que vous menez avec la région de France et les établissements culturels, dans le cadre du projet RECIT, Réseau culturel inclusif territorial, vous travaillez sur presque le prototypage de méthodes ou d'outils pour cadrer un peu la participation du public ou des publics dans les structures culturelles. Oui. Alors, en effet, le récit, on a voulu le construire comme étant une méthodologie. Pas une action en soi qui arriverait à un résultat. On présenterait ça dans une structure culturelle. On ferait un truc avec la DRAC et après c'est terminé, tout va bien. Non, c'est vraiment une méthodologie qu'on souhaite construire, co-construire tous ensemble en utilisant une méthode de co-design avec des participants en situation de handicap, des représentants des structures culturelles, alors pas uniquement que les musées, mais aussi les spectacles d'art vivant, les médiathèques, etc., les festivals, qu'il ne faut pas oublier non plus, et aussi les artistes, parce que les artistes, c'est eux qui offrent au final aux visiteurs le résultat qu'on va voir dans vos structures. Alors, pour vous donner un exemple, les membres sont de niveau et d'approche très variés. Moi, personnellement, je ne viens pas du milieu culturel. Non, je suis consultant pour les grandes entreprises. Je suis spécialiste en intelligence collective, donc comment travailler tous ensemble. À côté de ça, j'ai mon rôle associatif et je suis rentré à cause de ça, parce que je suis président de l'association des devenus sourds et malentendants du Nord, président de la Fédération nationale des personnes devenues sourdes et malentendantes de France, membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées. J'ai beaucoup de casquettes. Hein. Ça joue aussi dans mon investissement dans le récit. Et au final, la volonté, c'était de faire avancer les choses pour comprendre que l'inclusion
et l'accessibilité, ce sont deux choses différentes. Il y a l'accessibilité et après, on va inclure les personnes. Et aussi se dire, l'inclusion, on va travailler sur les personnes handicapées, mais au final, ça va concerner beaucoup de publics et beaucoup de non-publics. Ça, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Les personnes qui sont éloignées des lieux culturels, les personnes qui viennent de pays différents, qui ont une religion différente, etc., et qui vont s'approprier la culture de manière très différente, parce que l'idée, c'est vraiment d'amener cette culture aux personnes. Donc on a commencé avec un petit groupe, avec un petit groupe de 15 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Merci Maëlle. Et voilà, on a construit les choses, on a travaillé avec les structures culturelles, on s'est déplacé dans les structures culturelles pour voir aussi comment ça se passait un peu à droite à gauche. J'ai redécouvert des salles de spectacle à Lille dans lesquelles je n'avais pas mis les pieds depuis au moins 15 ans. Il y a trop de choses à Lille. Voilà. Et voilà, on a co-construit ensemble des éléments, des briques, pour réfléchir à cette culture inclusive. Quelles sont les briques que doivent mettre en place les structures, mais aussi les artistes, de manière à pouvoir accueillir ces publics qui, quelque part, sont en attente de quelque chose qui, parfois, n'existe pas, de culture accessible, de culture inclusive. Voilà. Et la deuxième étape, là, on est en plein dedans, et on en parle un peu aujourd'hui, c'est la question de la participation de ces publics, c'est-à-dire que là, on est quelque part à l'étape 0 de la participation. C'est tout simplement pouvoir visiter de manière autonome un musée, je vais rester dans le cadre du musée, de pouvoir interagir avec tout ce qui existe dans le musée, participer aux animations, aux hors les murs qui puissent exister, mais on va aller plus loin, parce que j'ai bien compris aujourd'hui que la participation, c'était quand même quelque chose d'assez prégnant. Et il y a plusieurs autres niveaux qu'on va pouvoir mettre en place progressivement. C'est-à-dire que la première étape, c'est déjà la consultation, l'avis, le livre d'or à la sortie. C'est des choses toutes bêtes, mais qui vont permettre comme ça d'avoir des retours et de connaître un petit peu les retours de ces publics, de manière à pouvoir construire d'autres choses. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Il y a des pour, des contre, hein, bien évidemment, mais il y a on est en France, il ne faut pas oublier, les gens qui râlent parlent beaucoup plus fort que les gens qui sont contents. Aussi. Et beaucoup dans le domaine du handicap. Et après, on a réfléchi, mais comment on peut vraiment avoir quelque chose d'égalitaire qui corresponde à tous les publics et surtout qui soit ancré dans un territoire? Parce que la réflexion qu'on peut avoir sur une structure culturelle, sur un musée à Lille, sera totalement différente que la réflexion qu'on pourra avoir avec les mêmes personnes en situation de handicap dans le Berry. Parce que le territoire est différent, parce que la chaîne de déplacement est différente. Et donc, on s'est vraiment posé la question de comment on participe, comment on construit ensemble. Et au final, il y a des méthodologies, le co-design, l'intelligence collective. Les outils sont déjà là, peut-être pas suffisamment utilisés, mais c'est des outils qui existent déjà depuis longtemps, avec des adaptations parfois, parce que l'imitation des personnes par besoin. Mais surtout, pourquoi on co-construit? C'est-à-dire que oui, on peut co-construire des choses comme on a fait ici avec le prière de toucher, on co-construit des hors les murs, etc. Mais au final, c'est la co-construction d'une œuvre, c'est la co-construction d'une exposition particulière, d'une collection, d'une offre, et même pour aller plus loin, c'est des participants qui nous l'ont dit, soit en situation de handicap, soit même des structures qui nous ont dit, mais venez intervenir dans nos stratégies, dans nos réflexions, dans nos politiques, pour aller plus loin et pour vraiment intégrer de manière transversale ces problématiques. Alors, bien évidemment, on ne va pas refiler le boulot de conservateur à une personne en situation de handicap, même moi. Je ne m'en sens pas capable du tout. Je sais le boulot que ça représente. Non, chacun vient avec ses spécificités. Et là, le rôle du musée, le rôle des participants, c'est de dire, donnez-nous vos informations, on va échanger, on va prendre le maximum de choses. Et nous, notre travail, c'est de faire notre métier, de faire le boulot de conservateur, de faire le boulot de médiateur, de manière à pouvoir amener les choses comme il se faut. Voilà. Merci beaucoup, Yann. Donc projet à suivre du côté du récit et des institutions de la région Hauts-de-France. On va faire une conclusion sous la forme un peu de provocation. Je vais demander à nos intervenants de réagir à ce que pourrait être l'étape suivante de la participation du public
à la vie des institutions muséales. Juste pour donner quelques éléments de contexte, au conseil d'administration de la Tate, deux visiteurs sont en permanence, siègent en permanence, dont un doit avoir moins de 21 ans, je crois, ou moins de 20 ans. Dans plusieurs musées américains, il y a des comités permanents adultes ou jeunes qui accompagnent les décisions, les prises de décision de ces institutions. Et dans des musées aussi américains, je ne sais pas si c'est le cas en France, des visiteurs siègent au comité d'acquisition. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que le visiteur ne soit plus impliqué, consulté de manière ponctuelle au sujet d'un projet ou au sujet d'une exposition, mais de manière permanente ou récurrente? Donc je pose la question à chacune de nos intervenantes. Qui veut commencer? Je veux bien. Stéphanie. Je veux bien essayer. C'est une vaste question qui m'occupe beaucoup. Dans le cadre de la campagne de consultation, je ne l'ai pas dit, or c'est vraiment important, on a aussi un comité d'accompagnement d'une dizaine de personnes avec un échantillon de personnes justement qui sont assez diverses, en tout cas c'est ce qu'on a essayé d'avoir, de profils divers, qui nous accompagnent dans l'élaboration de la campagne de consultation. Donc ils ont relu l'enquête, ils nous aident à analyser et on leur demande chaque fois s'ils estiment que c'est juste la façon dont nous on interprète les choses et si on a oublié des éléments, etc. Ça a été super riche d'avoir ces personnes et là je pense qu'ils sont déjà un échelon au-dessus parce que vraiment leur parole nous fait vraiment ajuster des choses très concrètement et en plus ça nous met en confiance par rapport à la bienveillance du public vraiment et des actions qu'on a envie d'entreprendre. Donc oui, moi je plaide vers cette évolution, mais je ne sais pas encore très bien quelle forme lui donner quand je vois le type de fonctionnement décisionnel qu'on a actuellement dans la plupart de nos musées. J'étais très intéressée parce que j'ai entendu au musée de Genève. J'ai vraiment envie de fouiller vraiment tout ce que vous êtes en train de mettre en place parce que je pense que ça demande déjà en effet un questionnement en interne de notre façon de fonctionner entre différents départements. Et là, je vois un bel apprentissage pour après intégrer le public, mais je ne voudrais pas aller trop vite parce qu'il y aurait sans doute des maladresses ou des instrumentalisations sans même le vouloir. Ou des déceptions. Voilà. Et aussi, toujours cette question qui me préoccupe pas mal, c'est qu'il y a un public qui commence à se spécialiser dans la participation. Et nous, par exemple, à Ixelles, on a des gens qu'on retrouve dans tous les comités consultatifs de la commune, quoi. Les communautés, quel arbre il faut mettre là-bas, le musée, etc. Et donc, finalement, c'est une parole qui devient très dominante et qui donne l'impression qu'on consulte le public, mais encore une fois, toujours les mêmes. Cette question du public, vraiment. Donc voilà, moi c'est la forme vraiment, mais je pense en tout cas déjà des consultations ou des implications décisionnelles à des petites échelles, de manière expérimentale, plus avec des groupes de travail sur des temps courts et avec des objectifs bien circonscrits, qu'en tout cas il faut les expérimenter dès maintenant pour évoluer dans toute cette réflexion. C'est un peu ça que... Merci beaucoup. Annabelle ? Oui, alors je pense que c'est une vraie question parce que... je pense qu'aujourd'hui, on fait cette journée. Il y a 5 ans, on l'aurait fait de manière très différente. Et je suppose que dans 5 ans, on la fera de manière différente. Donc la question, je ne pense pas qu'on arrivera à un moment à dire « Ah, ça, c'est la forme de participation permanente qui va perdurer ». Parce que je pense qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on arrête de suivre l'évolution des enjeux sociétaux. Or, ce qui est notre grand bonheur et notre grande difficulté, c'est essayer de faire résonance de tous ces enjeux sociétaux. C'est pour ça que je pense aussi que ça dépend des projets et aussi parce qu'on ne pourra jamais dire complètement « Ah, ça, ce panel-là, il est représentatif. » Mais représentatif de quoi, de qui, il faut étendre. Et c'est vrai que je pense que la question des relais et des partenaires est très important. Ce qu'on a monté aux abattoirs il y a quelques années, qu'on n'a pas eu l'occasion de faire pendant 2 ans suite au Covid, mais qu'on vient de réactiver, c'est ce que nous, on a appelé les vœux aux partenaires. Et alors, c'est un peu bête de faire des vœux aux partenaires, mais en fait, ça nous a obligés à nous questionner entre les différents pôles du musée qui étaient nos listes de partenaires. Et donc, le pôle public avait 25 conventions. Ceux qui font les opérations, tout ce qui est la programmation région, ils sont mis à compiler, ils ont calculé qu'ils avaient un tiers de partenaires qui changeaient par année, etc. Et là, d'un seul coup, à faire ce listing des gens qu'on allait inviter, d'un seul coup, ça définissait
une sorte de communauté de partenaires, de formes, mais vraiment totalement différentes, d'associations. Ça va de l'Institut des jeunes aveugles à l'université, en passant par voilà, l'association des commerçants du quartier. Et je pense que, par contre, ça dit aussi des relais. Et cette question des relais, c'est aussi un partage du projet. Parce que ce sont autant de personnes qui vont partager le projet, qui vont le faire savoir. Et aussi, ça dit, je pense, du relais collectif. C'est-à-dire que dans les années 60, dans les questions d'éducation populaire, on parlait beaucoup du relais. Cette question du relais est un peu sortie avec l'idée de la participation directe. Et je crois beaucoup plus à avoir un panel entre les deux, parce que je ne pense pas non plus qu'on arrivera, institution, avec nos équipes, seul, en direct, à pouvoir toucher tout le monde. Je pense que ce serait une utopie et qu'au final, on n'y arriverait pas forcément. Donc, se dire aussi de qui on a besoin du soutien me semble primordial pour pouvoir avancer. Catherine ? Pardon. Alors, nous, c'est une question, effectivement, en ce moment, puisqu'il y a aussi la perspective de la fermeture du Centre Pompidou en 2026 avec la réouverture en 2030. Donc, on questionne en ce moment, à travers des tables rondes, on réunit des publics qui sont soit usagers ou pas, d'ailleurs, du Centre Pompidou, avec... Voilà, on crée des tables rondes de réflexion sur quelles seront nos pratiques en 2030. Donc c'est très intéressant, mais on part de ce qu'on sait aujourd'hui. Est-ce qu'on sait aujourd'hui sera encore valable en 2030 ? Je ne sais pas. On fantasme énormément autour de ces tables rondes. Voilà, on a envie de casser les choses, on a envie de repenser. Effectivement, donc je ne veux pas trop m'avancer parce que ça ne se fera peut-être jamais. Donc voilà, on a beaucoup d'utopie en tout cas autour de ces tables rondes avec des gens qui, de manière très étrange, vont utiliser, par exemple, vont être usagers de la BPI, mais qui ne viennent, alors que les bâtiments se touchent, enfin, tout est là, et ne mettent jamais les pieds au centre, dans la partie, je dirais, le centre culturel. Oui. C'est presque deux mondes. Oui. Voilà, deux mondes. Et autour de ces tables, d'un seul coup, les gens se découvrent, on dit « Ah, mais vous avez tel espace, ah, vous avez là, tel... Ah, il se passe ça ». Et c'est assez étonnant, en tout cas, ne serait-ce que ça, c'est hyper enrichissant. Ça aboutira pas, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous permet, nous, d'ores et déjà, de mettre en place des réflexions, de l'avoir en tout cas en mémoire et de se dire, est-ce que si je pense à ça pendant la fermeture, est-ce que si on pense à ça pour la... Est-ce que, voilà, ça permet en tout cas d'avoir une petite clochette quelque part qui dit, voilà, est-ce que ne pas repartir en tout cas sur les mêmes bases, ça c'est sûr. Alors avant de donner la parole à Cathy sur la même question du comité permanent, je voulais juste citer ton patron dans la table ronde d'hier matin qui disait sur l'hypothèse d'un comité permanent, c'est une étape vers laquelle j'aimerais aller, cela s'est fait ailleurs et c'est souhaitable. Donc vous y pensez. Donc nous y pensons. Non, mais je rejoins tout ce qui vient d'être dit en fait sur le comité permanent. Évidemment que c'est très tentant, ça donne voilà, l'idée d'intégrer et dès la décision, et donc évidemment. Après, je rejoins aussi les limites qui ont été évoquées, c'est-à-dire un comité permanent veut dire qu'on spécialise les membres du comité et on perd peut-être aussi la fraîcheur d'un regard, une spontanéité. Moi, je retiens aussi le terme adaptation. Je pense que dans nos méthodologies, ce qu'on doit surtout intégrer, c'est cette notion d'adaptation systématique et d'agilité. Et effectivement, on a, et on l'a vu hier, ce matin, enfin voilà, tout un tas. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des intentions très fortes qui sont tournées vers les publics. On commence à avoir un beau panel d'outils, de manières de faire. On commence à savoir faire beaucoup de choses. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'adapte et qu'on l'utilise à plein. Tout ça, qu'on se retrouve systématiquement. On ne peut plus se retrouver dans des situations où on n'a pas fait, où on n'a pas demandé, où on n'a pas oublié. Voilà, on oublie de le faire. Surprenant, mais voilà, ça devient, c'est la méthode en fait, et l'adaptation est une forme de solution. Merci beaucoup. Alors, le maître du temps est là-haut, nous surveille. Alors, je vais prendre 1 minute ou 2 minutes. Il y avait 2 questions. Alors, peut-être qu'on peut y répondre assez vite. Une question pour Annabelle. Quels critères de sélection pour constituer le corpus et les œuvres de départ ?
Oui, alors ça, c'était une vraie question qu'on s'est posée. Et donc, en fait, on a fait plusieurs séances là-dessus. Donc, une partie de séance sur le contenu, une partie de séance sur le format. Sur le format, on a abouti à l'idée que si on dépassait 60 œuvres, ça serait trop long pour les personnes pour voter. Et pour faire ce format, en fait, on a pris 1 à 2 personnes de chaque pôle des abattoirs qui ont voté, chacun. Et pourquoi ? Et ensuite, on a fait une sorte d'harmonisation pour qu'il y ait parité entre œuvres de femmes, œuvres d'hommes, qu'il y ait également une représentativité entre œuvres acquises de manière ancienne et œuvres acquises de manière récente, et également une pluralité de méthodes, de médiums. Donc pour avoir une vraie représentativité, ça nous a obligés aussi à savoir expliquer clairement et en 10 lignes ce qu'était la collection des abattoirs. Ça, c'était pas une mince affaire. Et aussi d'expliquer pourquoi certaines œuvres, par exemple très emblématiques de la collection, pourraient ne pas y être. Par exemple, on a un très beau Yayoi Kusama, on venait juste de le montrer. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis. Une œuvre qui était en prêt, donc on n'a pas mis. Donc par exemple, il y a des choses comme ça nous a permis d'expliquer comment les œuvres avaient été choisies, comment certaines œuvres n'y seraient pas. Et ensuite, il y avait plusieurs possibilités d'accès par l'image, l'accès à un extrait, notre base de données avec des notices détaillées pour ceux qui auraient voulu. L'idée, c'était que ceux qui veulent choisir par image puissent choisir par image, ceux qui veulent choisir par histoire pouvaient choisir par histoire. Mais ça, c'est ce qui a été particulièrement long. Et lorsqu'on a fait la promotion du vote, on a fait aussi le tour, et ça a été passé sur les réseaux sociaux, l'œuvre choisie par une personne de la régie, une personne du restaurant, une personne des agents de salle, une personne de la bibliothèque, etc. Pour diversifier du coup aussi. Pour diversifier aussi et pour donner une parole concrète au choix. Mais ça a été le plus long à faire, très clairement. Et alors j'avais une dernière question, mais il faut vraiment une réponse super courte. Autrement, je vais me faire assassiner par Étienne. Comment vous choisissez les œuvres pour exposer chez vos voisins ? Alors là, il y avait une volonté de représentativité de la collection, donc de pouvoir parler, d'avoir de l'art contemporain, des sculptures, des peintures, etc. Mais évidemment, comme on va chez les habitants, il y avait aussi un plafond de valeur d'assurance, oui, et des conditions de conservation. On n'est évidemment pas allé mettre nos œuvres les plus fragiles. Voilà, en gros. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Stéphanie Mazui du Musée XL, Catherine Boireau du Centre Pompidou, Cathy Courbet du Palais des Beaux-Arts de Lille, Annabelle Ténez des Abattoirs Musée Frac Occitanie et Yann Griset, cofondateur du Récit. Merci beaucoup.